Alors, un petit point sur la correction de l'évaluation que vous avez réalisée précédemment sur les les deux derniers chapitres de génétique. Donc, dans un premier temps, elles ont été évaluées et rentrées dans Pronote sous la forme de compétences. Je vous rappelle que les couleurs vertes signifient que vous êtes dans du acquis ou d'une acquisition très satisfaisante lorsque c'est un vert plus. Lorsque vous êtes dans les jaunes-oranges, c'est plutôt un début d'acquisition ou des fragilités. Et si vous êtes dans le rouge, c'est que les connaissances n'ont pas été suffisamment développées ou les raisonnements dans la deuxième partie de cette évaluation ne sont pas suffisamment corrects non plus. Donc, commençons par la première page où pour les parties grand 1, grand 2, grand 3, j'évaluais vos connaissances. Pour cette première partie, alors moi j'ai tenu compte du fait que certains d'entre vous avaient parfois inversé le grand A et le petit 1 par exemple. Lorsque vous m'avez mis que petit 1, il s'agissait de la transcription et que en petit a, vous m'avez mis que c'était de l'ARN pré-messager qui était fabriqué. Bon, bah, ça reste cohérent, j'ai envie de dire. C'est pas tout à fait ce que j'attendais et ça correspond pas exactement, mais on a une forme de compréhension de ce que vous avez, par rapport à ce que vous avez noté. Donc, je reprécise bien. Ici, c'est la partie jaune que l'on observe, ce petit bout jaune qui est en train de balayer le gène et duquel sort un petit brin ici, correspond à l'ARN polymérase. Le gène va alors, grâce à cette enzyme, fabriquer un ARN que l'on a appelé pré-messager. C'est la phase de transcription. Ensuite, cet ARN pré-messager va subir une modification, c'est-à-dire la maturation ou un épissage. On va lui enlever les parties qu'on appelle des introns pour ne garder que les exons. On va alors obtenir ici, en numéro 3, un ARN messager cette fois. C'est lui qui va sortir du noyau pour être pris en charge par d'autres molécules que l'on a appelées les ribosomes, qui n'étaient pas allégendés ici. Et ces ribosomes vont lire l'ARN messager pour accrocher des acides aminés. Donc en numéro 4, j'attendais suite d'acides aminés, protéines, peptides, vous pouviez mettre également. Sachant que, attention, la protéine, c'est la chaîne polypeptidique qui est enroulée. Donc c'est un petit peu limite, mais j'acceptais. Pour le C, il s'agissait évidemment de la traduction de l'ARN messager en protéines. Pour la partie QCM, alors dans cette partie QCM, on avait quelques informations qui étaient à relier au cours. Donc la première, une enzyme est une protéine dont la fonction est en relation avec sa structure tridimensionnelle. On l'avait observé avec on l'avait représenté avec ces schémas-là. Il y a une structure bien particulière qui va permettre un emboîtement et qui va leur permettre sa fonction. Lorsque le substrat n'a pas une forme tridimensionnelle adaptée, il n'y aura alors pas de réaction. Ou alors, si mon enzyme a une forme différente, elle va alors avoir une réaction différente avec le substrat. Pour la deuxième question, la vitesse d'une réaction enzymatique dépend. Donc là, nous, on avait vu cet exemple-là, où en fonction de la concentration de l'enzyme, on avait un V0 qui était très différent. On ne peut se fier que au V0 puisqu'une fois que l'intégralité du substrat est consommée, de toute façon, la vitesse de la réaction va diminuer. Donc on va avoir une vitesse qui va dépendre de la concentration d'enzyme au point de départ. Une enzyme est spécifique d'un substrat et d'une réaction précise. Ça aussi, on l'avait remarqué ici. Pour qu'il y ait une réaction particulière, il y a mon enzyme et mon substrat. Ici, une amylosynthétase avec du glucose phosphate me donnera de l'amidon. Par contre, si on utilise une amylase avec de l'amidon, on obtiendra une séparation de cette molécule. Donc on a une autre réaction qui va être réalisée. Donc on a bien le substrat qui doit être le même, qui doit être l'enzyme qui doit être différente pour avoir une réaction différente. Et on peut parfois avoir le même substrat, comme ici,
Mais si l'enzyme est différente, on aura alors une réaction différente pour un même substrat. Enfin, le site actif d'une enzyme a une forme complémentaire du substrat qu'elle catalyse. Ça, on l'avait mis en évidence dans une dernière partie, ici, où on avait vu que la molécule enzymatique avait une forme 3D et que le substrat était dans une zone bien précise avec un groupe d'acides aminés qui, si il changeait, ne permettait plus à la zone d'entrée du substrat, et surtout que, en fonction de la chaleur ou du pH, l'enzyme en elle-même pouvait avoir une forme différente et la place dans laquelle est censé rentrer le substrat n'était plus possible. Voilà pour cette deuxième partie. Ensuite, partie définition, donc effectivement, produit, site actif, enzyme, ça c'était pas très compliqué. Vous avez donc été noté sur les 1, 2 et 3, vous avez été évalué pour les connaissances. Si on passe à la question 4. Dans la question 4, il y avait à traduire les séquences que je vous donnais en séquences de protéines. Donc la première chose à repérer, c'était d'abord ici qu'il s'agissait de l'ADN d'un exon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon ADN, avant de devenir une protéine, il doit être transcrit en ARN messager. Étant donné qu'il s'agissait d'un morceau d'exon, ça veut dire que c'est un morceau qui va être transformé, qui va réellement être traduit. Donc je prends mon morceau d'ADN et je dois le transcrire, comme ici, c'est indiqué, en ARN messager. Je vais alors mettre mes codons par 3 et grâce au tableau du code génétique, je vais pouvoir mettre la correspondance de mon codon d'ARN messager en acide aminé. Pour le deuxième, c'était une séquence de pré-messager, ARN pré-messager. Donc là, vous aviez de l'ARN, il n'y avait donc pas nécessité de faire une transcription. Par contre, on avait un intron qui était là. Et l'intron, lui, ne fait pas partie de la séquence qui va être traduite. Donc, il s'agissait d'enlever la partie orange et de recoller les deux morceaux bleus. Ici, j'assemble donc exon 1, exon 2, et je prends les codons dans l'ordre, et ensuite, avec le code génétique, j'associe les acides aminés correspondants. Deuxième exercice, enfin exercice 5 plutôt, mais c'était le deuxième exercice de raisonnement. Ici, on travaillait sur les enfants de la Lune, qui est une maladie génétique. Alors, premièrement, on vous demandait quel était l'effet des UV. Il fallait être précis. Ici, l'effet des UV, c'est pas elle qui brûle la peau dans un premier temps. Les UV sont des agents mutagènes. Ils provoquent des mutations à l'intérieur des cellules de l'épiderme. Deuxièmement, on devait expliquer l'origine de la maladie aux différentes échelles. Donc là, on pouvait parler des symptômes de brûlure, mais il fallait expliquer d'où ça vient. Donc, premièrement, la maladie est génétique. Il y a un gène qui est muté au niveau d'un nucléotide en position 300 dans un gène qui code pour une enzyme qui permet la réparation de l'ADN. Sauf que cette mutation ne permet plus à l'enzyme de réparer correctement l'ADN. Les UV provoquant des mutations dans le génome des cellules, et mon enzyme réparatrice n'étant pas fonctionnelle, du coup, les mutations ne sont pas réparées. Et par conséquent, on va avoir une accumulation d'erreurs à l'intérieur du génotype de ces cellules qui vont alors devenir très souvent cancéreuses ou qui vont en tous les cas être dégradées. C'est ce qui entraîne les brûlures et les déclenchements d'éventuels cancers. Pour la troisième question, vous deviez raisonner à partir de cet arbre généalogique. On vous demandait quels étaient les génotypes des individus grand 3,2 et grand 3,3. Donc ici, ces individus-là. Étant donné qu'ils sont sains tous les deux et qu'ils arrivent quand même à avoir des enfants malades, ça signifie qu'ils possèdent en eux l'allèle malade. Mais comme ils ne l'expriment pas, ça signifie que leur deuxième allèle
lui, va être sain. Nous sommes donc sur des malades sains pour le génotype et ici on les appelle des hétérozygotes ou encore des porteurs sains. Pour la dernière question, calculer le risque génétique pour le futur enfant. Alors il ne s'agit pas de calculer le nombre d'enfants déjà apparus et de voir combien il y en a de malades, combien il y en a de sains. Il s'agit de calculer les différentes possibilités d'un point de vue statistique. Donc pour cette dernière question, il s'agit de faire un tableau ici qui reprend les génotypes des parents. Donc grand 2.2, on a dit hétérozygote, grand 3.3 hétérozygote. Quels sont les gamètes qu'ils vont pouvoir donner? Eh bien grand 2.2 va pouvoir donner soit dans un gamète l'allèle muté, soit dans un autre gamète l'allèle sain. Même chose pour grand 3.3. Donc dans les faits, on va se retrouver ici avec un génotype de l'enfant qui sera muté, muté. Et ici, on aura un génotype qui sera muté, sain. Ici, il sera muté, sain. Et ici, il sera sain, sain. Donc, on a bien, si on regarde le nombre de chances d'avoir un enfant malade, pour être malade, il faut être homozygote, porteur de l'anomalie. On se retrouve donc sur une chance sur 4 d'avoir l'anomalie. Il a une chance sur 4 d'être totalement sain et il a une chance sur 2 ou 2 chances sur 4 d'être comme ses parents, c'est-à-dire porteur sain. Alors, dernier exercice. Ici, on réfléchissait sur le lait et dont certaines vaches sont parfois traitées pour des maladies bactériennes et donc elles subissent un traitement antibiotique qui se retrouve dans leur lait. Dans un premier temps, à quoi sert l'ajout de pénicilline avec le lait témoin? Mon lait témoin ici n'a pas vocation à être commercialisé. C'est un lait dont on sait qu'il n'a pas été traité. On lui met de la pénicilline dedans et on voit comment il agit au niveau de la culture bactérienne. On repère l'auréole. Ça nous permet simplement d'avoir un témoin. Ici, il nous sert juste à voir que la bactérie en question est bien une bactérie qui réagit à l'antibiotique pénicilline. Dans un deuxième temps, à quoi sert la pénicillinase ici? Regardez bien le suffixe. Il s'agit du mot ase, c'est une enzyme. La pénicillinase a donc pour rôle de détruire la pénicilline. C'est une enzyme qui va couper la pénicilline et empêcher son action. Donc, même si le lait contient finalement de la pénicilline, le fait d'utiliser cette enzyme va alors inhiber celle-ci. Par conséquent, on n'a pas d'auréole autour, l'action de la pénicilline qui pourrait éventuellement être là n'agit plus. Alors, les laits 1 et 2 vont être mis sur le marché. Argumenter ses choix. Pour le lait 1, il n'y a aucun problème puisque même si on n'utilise pas de la pénicillinase, on se rend bien compte qu'il n'y a aucune auréole. Donc ici, c'est une vache qui n'a pas été traitée sous antibiotiques ou en tous les cas, il n'y a pas de résidus d'antibiotiques dans le lait. Par conséquent, elle pourra avoir un traitement avec des ferments lactiques pour faire des yaourts ou du fromage. Ils ne seront pas tués. De même pour le lait 2, il ne pourra pas être utilisé en l'état parce qu'il y a une grande quantité d'antibiotiques qui tuent les bactéries. Donc là, ils ne pourront pas être transformés. On peut l'utiliser à la rigueur pour le boire, mais pas pour le transformer, à moins qu'on lui fasse un traitement avec la pénicillinase. Auquel cas, il pourrait être commercialisé. C'est quand même un moins bon choix, mais on ne peut pas complètement l'éliminer. Voilà pour cette évaluation.